La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin est la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour et bienvenue Aurore Bergé. Bonjour. Merci de votre présence ce matin. Beaucoup de sujets à aborder. Et tout d'abord, 5 refus d'obtempérer en moins de 72 heures. Et au total, ce sont 10 policiers qui ont été blessés. On imagine aussi le traumatisme psychologique. De quoi cette haine de la police est-elle le symbole et le signe selon vous? Déjà, je veux avoir un mot évidemment de soutien aux forces de l'ordre et à leurs familles parce qu'à chaque fois qu'ils interviennent, ils interviennent pour protéger les Français, pour les mettre en sécurité. Et c'est inacceptable de se dire qu'ils peuvent, eux, être pris pour cible parce qu'un refus d'obtempérer, c'est finalement foncer sur la police. Et c'est donc les prendre pour cible. Donc je pense qu'il faut réaffirmer tout simplement l'ordre républicain et donc garantir la sécurité des Français. C'est ce qu'ils font chaque jour dans notre pays. Et rappeler que souvent, ce sont les policiers qui sont la cible, contrairement à ce qu'une partie de la classe politique de la police tue. On voit bien ici, mais ça, je pense qu'il faut être extrêmement clair sur le sujet. Et d'ailleurs, on l'a vu encore récemment dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, avec un certain nombre de slogans, comme si la police, par principe, dans notre pays, était anti-républicaine. Non, on a une police qui est profondément républicaine, profondément attachée à nos principes et à nos valeurs, et qu'il faut évidemment défendre. Alors, défendre, c'est la défense du budget. Vous l'avez fait hier, en tout cas, le Premier ministre. Les motions de censure ont été rejetées. Le budget, finalement, Aurore Bergé adopté. Sébastien Lecornu épargné. Mais il faut bien le reconnaître, la politique au sens large, un peu abîmée par un tel épisode. Et est-ce que vous diriez que notre pays est aussi déclassé, malheureusement? Oula, ça fait beaucoup d'un coup. Qu'est-ce qu'il est faux ? Déjà, je pense qu'il était temps. Premier sujet, il est là. Je pense que les Français avaient aussi, au-delà du gouvernement, les Français avaient envie qu'on passe à autre chose, qu'on réussisse à ouvrir d'autres pages qu'uniquement la question budgétaire, parce que ça fait 18 mois. Ça fait 18 mois de Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu, qu'on ne parle que de la question budgétaire, parce que c'est vrai qu'elle est essentielle et que sans budget, vous ne pouvez pas ensuite avancer dans le pays. Mais le budget, c'était la condition de la stabilité, mais la stabilité, c'est la condition de l'action. Non, je ne crois pas. Vous savez, vous l'avez tous reconnu. Je me souviens du moment où on a commencé à entrer dans le budget, on nous parlait que d'une chose, la taxe Zuckman. Taxe Zuckman, taxe Zuckman, taxe Zuckman. Est-ce qu'elle est dans le budget? Non. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été éviter, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de folie fiscale, ça veut dire qu'il y a de la stabilité fiscale. Est-ce que c'est totalement le budget qu'on aurait voulu? Stabilité. Non. Que veut dire le totem stabilité? Par exemple, les patrons ne vous disent pas merci, Aurore Bergé. Là, sur le budget, ce qui est dit, c'est qu'il y a une véritable rupture avec les... Non, mais ce que j'entends, c'est deux choses. Est-ce que c'est le budget dont ils auraient rêvé? La réponse est non. Mais pas plus le gouvernement et pas plus d'ailleurs le Parti socialiste. C'est le budget que personne n'aurait fait en majorité absolue. Mais personne n'a de majorité absolue. Le Parti socialiste a obtenu ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait. Regardez la taxe Zuckman dont on parlait. La censure. Regardez la taxe Zuckman dont on parlait. Est-ce qu'ils l'ont obtenu? La réponse est non. Les questions fiscales, est-ce qu'ils l'ont obtenu? La réponse est non. Donc c'est le budget que personne n'aurait fait en majorité absolue. Sauf que personne n'a de majorité absolue. Et ça suppose donc un budget qui est un budget de compromis. Donc c'est vrai que c'est un mot qui a été difficile à accommoder avec la vie politique française. Plutôt. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y avait la nécessité d'avancer et la nécessité de donner de la stabilité. Le premier sujet dont on nous parle, des artisans, des commerçants, des patrons de petites entreprises, c'est quoi? C'est on veut savoir les règles pour l'année à venir, parce que tant qu'on ne connaît pas les règles pour l'année à venir, on a peur d'investir, on a peur d'embaucher. Et donc maintenant, les règles, elles sont connues, elles sont installées, elles ne changent pas en matière fiscale, ni pour les Français, ni pour les ménages, ni pour les retraités qui peut-être nous écoutent, ni pour les entreprises. Et ça, je crois que c'était absolument essentiel. Quand on cède malgré tout à Olivier Faure, comment alors est-ce qu'on peut être craint à l'international, Aurore Bergé? Et à ce sujet, le président du RN, Jordan Bardella, attaque vertement le bilan d'Emmanuel Macron, affirmant que la France est sortie des grandes affaires du monde. Il prend, pour exemple, notamment l'Iran, où on cherche la voix de la France. En quoi il a tort? Je crois qu'on n'a pas de leçon de politique et de diplomatie, surtout à recevoir du Rassemblement national. Il ne faut quand même pas oublier ce que le Rassemblement national disait au moment de la réélection de Donald Trump. C'était les premiers à faire des pieds et des mains pour être à l'investiture de Donald Trump. Le RN y était. Reconquête avec Sarah Knafo et Éric Zemmour étaient présents et se félicitaient de la réélection. Or aujourd'hui, on voit quoi? On voit que Donald Trump il cherche à asservir justement à la fois le continent européen et notamment la France. Et est-ce que la France s'est laissée faire? La réponse est non. Est-ce que l'Europe s'est laissée faire? La réponse est non. Regardez l'exemple du Groenland. Regardez l'exemple du Groenland. Oui. Vous aviez carrément le président. Il vaut mieux attendre pour voir ce qui va se passer. Vous aviez carrément le président des États-Unis qui, à grand renfort de communication sur ses réseaux sociaux, disait qu'il allait planter le drapeau américain sur le Groenland. Eh bien, la réponse, elle a été claire. Et la réponse, elle a été claire parce qu'elle a été puissante. Et parce que la France, parce que l'Europe
ont affirmé de la puissance. Et quand on est face à des prédateurs, parce que les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine, on Vous voit que mettez c'est... sur le même plan Donald Trump et Je ne mets pas Vladimir Poutine. sur le même plan institutionnel les trois, évidemment, mais il y a une volonté impérialiste, il y a une volonté de prédation. Et face à cette prédation, il faut de la puissance. Donc il faut de la puissance en France, Il faut de la puissance économique européenne. pour avoir la puissance diplomatique. Où est-elle véritablement? Je vous ai dit, quand on n'est pas craint par Olivier Faure, est-ce qu'on peut être craint par Donald Trump? Avec tout, oui, mais vous voyez bien que c'est objectivement, objectivement la comparaison, elle se vaut pas parce que le sujet il n'est pas là. Le sujet c'est avec qui vous composiez d'autres au sein de l'Assemblée nationale. Il y avait la nécessité d'avancer, donner de la stabilité, on l'a fait parce que justement quand on a ce niveau de désordre mondial, on a d'autres choses à faire que de passer 18 mois sur une question budgétaire. Et quand on aspire soi-disant à diriger le pays comme le Rassemblement national prétend le faire, alors peut-être que le principal objet devrait pas être de déstabiliser la politique intérieure, mais de nous donner les armes communes pour être puissants à l'extérieur. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et je pense que chacun peut en juger. Restons sur certains votes et certains textes. Aurore Bergé ce matin sur CNews et Europe 1. Parlons des suites de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Alors la ministre en charge du numérique a dit elle-même que ce n'était qu'un début. Est-ce que vous niez vraiment, totalement, fermement ce matin une possible interdiction des fameux VPN qui sont les garants de la liberté en ligne? Et puis comment vous croire? Alors déjà, l'interdiction des réseaux sociaux, on a un exemple très concret qui est celui de l'Australie, qui démontre que c'est possible, qui démontre que des applications, elles ont tout simplement été désactivées, ce qui fait que les jeunes là-bas ne peuvent plus, à moins de 15 ans, là-bas c'est 16 ans, y avoir accès. Je pense qu'il n'y a pas une famille qui nous écoute ce matin, qui n'a pas un conflit dans sa famille sur l'usage du téléphone portable, sur l'usage des réseaux sociaux, sur les angoisses que ça génère chez les parents, sur ce à quoi nos enfants peuvent avoir accès. Et je peux vous dire que je suis malheureusement dans ce ministère bien placée pour savoir ce à quoi ils ont accès, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit le racisme, que ce soit la haine à l'encontre des femmes, que ce soit la question de la pornographie, voire de la pédopornographie. Donc on a des enjeux majeurs qui sont des enjeux de protection. Nous sommes d'accord sur ce fait. sujet. Oui, mais tout le monde n'était pas d'accord. Mais c'est obstruction massive de la France insoumise à l'Assemblée nationale, refus de reconquête aussi sur le sujet. Mais il faut dire pourquoi? Parce que, in fine, c'est la fin de l'anonymat. Non mais attendez, déjà, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui peut se poser. Non mais c'est une vraie question qui peut se poser et sans doute qu'elle se posera en 2027 pendant la campagne présidentielle, savoir si oui ou non on considère qu'on peut continuer à déverser de la haine sous couvert d'anonymat dans notre pays. Je pense que vous en faites l'objet de manière quotidienne, moi aussi comme des milliers et des milliers de Français. Est-ce que vous voulez tomber dans l'autre côté de la surveillance généralisée, Aurore Bergé? Mais c'est pas une question de surveillance généralisée, c'est une question de quelle liberté voulons-nous exercer? La liberté d'expression n'a jamais été la liberté de dire n'importe quoi, ni la liberté de nuire, ni la liberté de déverser de la haine. Il y a des règles dans un état de droit, elles sont pleinement respectées, elles doivent pouvoir l'être. On parlait de puissance, eh bien je crois que c'est aussi une question de puissance vis-à-vis de ces grandes plateformes internationales qui parfois donnent le sentiment de s'extraire de la question du droit et du droit international, de rappeler qu'il y a des règles et que la France entend les faire respecter. Ces règles sur lesquelles nous devrions tous être d'accord de la protection de l'enfance ne sont pas le faux-nez ou le paravent d'une surveillance. Mais bien sûr que non. Non mais attendez, moi je vois bien ensuite... La question peut se poser, les inquiétudes. Non, je pense que certains ont envie de la poser sous un air de complotisme. Un peu quand même. Un peu quand même. Mais parce que regardez qui énonce ces idées-là. Le sujet, c'est pas d'interdire à quiconque de prendre la parole. La question n'est pas là. Chacun sera libre de pouvoir s'exprimer dans le respect tout simplement de l'état de droit et des règles qui sont celles de notre pays, qui est un pays justement de démocratie. Mais je pense que face à ce que vivent nos enfants, on parle d'enfants qui ont été jusqu'à se suicider parce qu'aujourd'hui, leur livre de chevet, c'est devenu TikTok. C'est ça qui se passe. Et je pense que là, on a une responsabilité qui est une responsabilité individuelle, citoyenne et politique qu'on doit impérativement affirmer. Vous parlez de liberté d'expression. Vous défendez la proposition de loi de la députée Caroline Yadan, adoptée en commission, et qui vise à caractériser les nouvelles formes d'antisémitisme en pénalisant l'antisionisme. Et vos détracteurs, là encore, vous reprochent de vouloir, on est tous d'accord évidemment sur la lutte contre l'antisémitisme, du moins je l'espère, mais de empêcher toute critique, et là je parle de la liberté d'expression, de la politique d'Israël. Reconnaissez que ce serait légitime de pouvoir critiquer... Mais ce sera toujours possible. Qui le garantit là? Ce sera toujours possible. Le Conseil d'État qui a rendu un avis et qu'on suit strictement, et le débat parlementaire, et le gouvernement évidemment. Pourquoi? Parce qu'on mélange volontairement les notions. L'antisionisme, c'est un signe égal aujourd'hui avec l'antisémitisme. Il faut quand même être très au clair là-dessus. C'est-à-dire que si on refuse de le voir, c'est au mieux de la naïveté, au pire de la complicité. Et aujourd'hui, quand des Français juifs sont pris pour cible, ils sont pris pour cible avec quel cri? Avec la haine d'Israël à la bouche et avec des critiques en disant qu'ils sont, je cite,
génocidaire. Donc on voit bien le type de critique aujourd'hui qu'ils subissent, le type d'attaque qu'ils subissent. Donc les mots ont changé, mais les cibles, elles n'ont pas changé. Vous dites ce les sont mots, des Français c'est-à-dire juifs. que l'antisionisme ne veut plus simplement dire la critique de l'État d'Israël. Pour vous, ça veut dire l'anéantissement L'antisionisme n'a d'Israël. jamais voulu dire ça, Sonia Mabrouk. L'antisionisme, ce n'est pas la critique si. libre de la politique menée par un gouvernement. Chacun est libre, sur ce plateau comme ailleurs, d'avoir l'avis qu'il veut et qu'il entend donner sur la politique menée par le Premier ministre israélien. Et les premiers qui sont critiques, c'est qui ? Ce sont les Israéliens eux-mêmes d'ailleurs. L'antisionisme, c'est quoi ? L'antisionisme, c'est la négation de la légitimité d'Israël à exister en tant qu'État, qui est accessoirement le seul État refuge au monde pour les Juifs. Juifs. Qui sera pénalisé. Oui, c'est l'interdiction d'appeler à la destruction d'un État. Mais ce n'est pas des inquiétudes, c'est une volonté d'instrumentalisation d'une proposition de loi par ceux qui n'ont pas envie justement que demain, il n'ait plus le droit, tout simplement, d'appeler à la destruction de l'État d'Israël. C'est quand même le seul État au monde dont on appelle à la destruction. C'est le seul État au monde où on trouve légitime que des parlementaires appellent à sa destruction. Donc il y a une obsession. Il y a une obsession de la part de la France insoumise à l'encontre d'Israël. Et il se trouve qu'Israël est le seul État refuge au monde pour les Juifs. Je pense que les deux ne sont malheureusement pas à dissocier. Et donc, si on veut combattre l'antisémitisme, on combat l'antisionisme, on combat l'islamisme et on combat aussi dans notre pays la France insoumise. Et on sanctuarise la liberté d'expression Évidemment. et la liberté d'enseigner. Je dis cela parce qu'une école juive primaire a été attaquée, dégradée. J'allais dire heureusement en pleine nuit parce que les enfants n'y étaient pas. On imagine le traumatisme et l'inquiétude des parents. Voilà pour le contexte. Est-ce que vous pourriez encore dans quelques jours défendre ces dossiers très, très importants et très brûlants puisque un remaniement, l'a dit tout à l'heure Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, est prévu là dans les prochains jours. On se souvient, Aurore Bergé, que Sébastien Lecornu avait dit qu'il fallait maintenant désormais faire partir les prétendants pour 2027. Donc vous et M. Darmanin êtes sur le départ ? Écoutez, c'est le Premier ministre et le Président de la République qui décident, quoi qu'il arrive, de qui est au gouvernement, c'est le qui summum de la reste. langue de bois. Mais parce que c'est vrai. Oui. Parce qu'à la fin, en dernier ressort, il y a quand même deux personnes qui décident. Moi, je dois rester, ça je veux rester, s'appelle ce sont des dossiers un Premier importants. ministre, un Président de la République. Et j'ai l'impression, en effet, que les sujets que j'ai évoqués ce matin devant vous, que ce soit sur la question de la protection de nos libertés fondamentales, de la lutte contre l'antisémitisme, de la lutte contre toutes les formes de violence, sont des sujets qui méritent toute notre attention. En tout cas, ils ont toute la mienne. C'est la raison pour laquelle je suis au gouvernement. Et j'espère évidemment pouvoir continuer à porter ces sujets qui, je crois, comptent pour les Français. Bon, une sortante, et ce n'est pas une surprise, ce sera Rachida Dati. Elle l'a annoncé elle-même, évidemment, en vue de la campagne des municipales qui vraiment démarre fort à Paris. Tout peut arriver. Vous avez soutenu sans ambiguïté Rachida Dati. Si Sarah Knafo et Rachida Dati finissent par nouer une alliance, Aurore Bergé... Rachida Dati a dit elle-même qu'il n'y aurait aucune alliance. Donc il n'y aura pas de si, parce que ça ne peut pas arriver. Vous ne soutiendrez pas une telle configuration? Parce que la candidate elle-même, Rachida Dati, a dit clairement qu'il n'y aurait aucune alliance. Ça peut arriver que les alliances vous se savez, fassent au second tour. Pour connaître un peu Rachida Dati, je crois qu'en général, quand elle dit quelque chose, elle le fait. Et je pense connaître un peu la politique, ça peut changer, non? Non, ça ne changera pas parce que c'est une question de valeurs, c'est une question de compatibilité de ces valeurs. C'est pas les mêmes valeurs entre les deux femmes? Non, c'est peut-être pour ça qu'il y a deux candidatures. Et pourquoi? Si Sarah Knafo a décidé de se présenter, c'est peut-être parce qu'elle a considéré qu'elle avait justement des valeurs différentes à défendre. Sinon, il n'y aurait peut-être pas eu cette candidature supplémentaire. Mais moi, ce qui les différencie surtout, c'est qu'il y en a une qui peut gagner. Et une seule. Oui, mais il y en a une qui peut faire gagner l'autre. Non, il y en a une qui peut faire perdre. Ah, c'est la différence. Donc vous l'appelez à se désister? Déjà, on verra. Pour l'instant, les Parisiens, ils ne se sont même pas prononcés. Il y a un vote, les 15 et 22 mars. Je les appelle à voter massivement. Je crois que les Parisiens, et au-delà les Franciliens, moi je suis élue de Grande Couronne dans les Yvelines, donc je peux vous dire que les Franciliens, et peut-être même les Français, attendent un changement à Paris. La seule qui peut incarner le changement à Paris, la seule qui est en situation de gagner, c'est Rachida Dati. Mais on voit bien dans les législatives partielles, je reste dans les élections, que les électeurs, comme en Haute-Savoie, veulent l'union des droites, en tous les cas semble-t-il, dans les sondages et si je tiens compte de cette élection partielle. Et ils rejettent, Aurore Bergé, tous ceux qui s'associent de près ou de loin aux macronistes, comme les LR. Est-ce que vous êtes devenu un épouvantail, un repoussoir? Pardonnez-moi de vous le dire face à vous. Parce qu'il y a eu une élection législative partielle, on peut en tirer des conséquences sur 577 circonscriptions. Il y a des élections présidentielles qui arriveront bien assez tôt. Elles vont arriver. Je pense que tout le monde en parle depuis même le lendemain de la réélection du président de la République en 2022. Donc il y aura des élections présidentielles en 2027 et c'est à ce moment-là qu'il y aura un arbitrage à faire. Moi, ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut de l'unité et que l'unité, c'est pas l'union des droites, que l'unité, c'est celle qu'on essaye d'avoir au sein du gouvernement. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nuances, mais ça veut dire qu'il y a la nécessité de continuer à avancer ensemble. Si on ne veut pas que les Français soient pris dans une tenaille identitaire entre le RN et la France insoumise. Et si on ne veut pas se réveiller avec ça... Dans ce cas, que feriez-vous? On connaît votre combat sans faille. Mais moi, je ne répondrai
répondrai jamais à cette question. Pourquoi? Parce que je me bats pour que ce ne soit pas le second tour qui s'écrive. Et le simple fait de répondre à cette... responsable politique, vous savez bien que tout peut arriver. Non, ma responsabilité, c'est pas de commenter. Et ma responsabilité, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas ce duel à commenter. Moi, je veux pas commenter. Je veux être actrice et je veux garantir qu'on n'ait pas cette espèce de tenaille identitaire. C'est la meilleure façon de ne pas répondre. Mais c'est surtout que si je réponds, j'accrédite l'idée que ça va arriver. Et je ne veux pas accréditer l'idée que ça va arriver. Je dis juste aux Français et je dis juste à mes amis politiques que si nous ne voulons pas que ça arrive, ça suppose qu'on travaille, ça suppose qu'on reste utile et au travail jusqu'au dernier moment. Ça veut dire au sein du gouvernement et au sein du Parlement, parce qu'on a aussi des choses à faire. Ça veut dire sans doute, moi en tout cas je crois, une primaire du bloc central jusqu'à la droite républicaine, parce que je pense que nous avons un projet de société que nous pouvons défendre ensemble, parce que nous avons une vision de société que nous pouvons défendre ensemble, et parce que si nous n'arrivons pas à nous rassembler, alors nous serons responsables d'avoir laissé choisir les Français entre, d'un côté, le Rassemblement national et la France insoumise. Et je ne veux pas être responsable de cela. Alors, dans vos dossiers également, et bientôt pour conclure, Aurore Bergé, après la condamnation à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme de l'ex-sénateur Joël Guerriau, reconnu coupable d'avoir drogué en 2023 la députée Sandrine Josso en vue de la violer, vous souhaitez généraliser le remboursement des tests de détection. Est-ce que vraiment c'est suffisant face à l'ampleur du défi? Évidemment, c'est un premier pas, personne ne vous le reproche. Alors, on parle de la soumission chimique. La soumission chimique, c'est le fait d'avoir été drogué à son insu. Et contrairement à ce que pendant très longtemps on a pensé, on est drogué à son insu par quelqu'un qu'on connaît, par un proche. Et c'est ce qui s'est passé. Et je veux vraiment saluer encore une fois le courage de Sandrine Josso, par un ami. Et donc il y a eu une condamnation très claire et qui était nécessaire et qui a permis aussi d'alerter la société sur le fléau de la soumission chimique. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place, avec les professionnels de santé, des protocoles pour garantir que des tests fiables soient réalisés, qu'ils soient immédiatement analysés dans les heures qui suivent. Parce que c'est dans les heures qui suivent qu'il faut analyser de manière à savoir si vous avez été ou pas drogué. Oui. Aujourd'hui, en plus, ces tests, ils coûtent cher et coûtent cher aux victimes. Et c'est évidemment intolérable de se dire qu'en plus, ce temps aux victimes de continuer à payer le coût de ce qu'elles ont subi. Donc c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place ces protocoles dans 3 régions. L'objectif, c'est évidemment de généraliser pour mieux accompagner partout les victimes. À quel horizon? Là, on est vraiment en train de faire les protocoles sur la nécessité de valider la manière avec laquelle ces tests sont réalisés et sont analysés. Donc c'est les médecins qui nous diront, une fois que les protocoles sont établis, pour qu'on puisse généraliser au plus tôt. Bon, et je sais que c'est un sujet que vous portez depuis longtemps et qui vous tient à cœur. Je vais conclure avec ce scandale tentaculaire, celui des Epstein Files, documents déclassifiés de Jeffrey Epstein, pédocriminel en lien avec les grands de ce monde. Et il y a un volet français qui pose question. Il est très difficile, il faut le reconnaître, d'analyser plus de 3 millions d'échanges de mails. Malgré tout, certains noms apparaissent avec insistance, notamment celui de Jack Lang, de sa fille également. Est-ce que, à tout le moins, pour faire la lumière sur tout cela, vous réclamez une commission d'enquête parlementaire? Je ne sais pas si c'est une commission d'enquête qui est légitime. Je pense qu'à partir du moment où les analyses vont être faites, peut-être que la justice sera saisie, la justice directement, s'il y a matière. Ce n'est pas parce qu'un nom apparaît que pour autant, ça veut dire que le nom est associé à quelque chose qui serait délictuel ou criminel. Jack Lang a reconnu et a assumé des liens avec Jeffrey Epstein. Donc ce n'est pas parce que vous avez eu un lien, parce qu'il y a des milliers de personnes qui à l'époque ont eu un lien avec quelqu'un qui était extraordinairement puissant. La question, c'est la nature de ces liens et c'est ça que la justice doit déterminer. Je pense que c'est son travail à elle et à elle seule de pouvoir le faire. En attendant la justice, je vois que la fille de Jack Lang a déjà pris ses responsabilités. Est-ce que lui-même peut vraiment se maintenir à la présidence de l'Institut du monde arabe? C'est pas à moi d'en juger parce que je ne sais pas, sincèrement, aujourd'hui, vous dire ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans ces leaks, dans ce qui est sorti. Donc moi, je ne me prononce pas à partir du moment où je ne sais pas la caractérisation des faits. S'il y a des faits, ils seront établis et la justice sera évidemment saisie. Merci Aurore Bergé, c'est votre grande interview ce matin. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Permettez-moi peut-être juste pour conclure, Sonia Mabrouk, d'avoir un mot vous concernant. C'est peut-être un peu inhabituel dans le cadre d'une émission politique, mais je voulais saluer les mots que vous avez eus, les mots justement pour les victimes de violences sexuelles. Je crois que c'était des mots importants. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis dans un ministère où il y a à la fois le pire et le meilleur de la nature humaine. Permettez-moi de vous dire que pour moi, vous avez incarné le meilleur et je suis très émue de vous le dire. Et je pense que vous avez touché beaucoup de monde. Beaucoup sont du côté du meilleur, c'est ce qu'on retiendra et dont vous, on peut le dire évidemment. Merci Aurore Bergé.